Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne pas mal d'entre nous. On va parler du summer body et de particulièrement la course au summer body qui se passe en ce moment et qui a des conséquences néfastes pour nous et notre santé. Dans cette vidéo, j'ai envie de creuser le sujet avec vous, de découvrir les origines, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comprendre aussi pourquoi ça peut avoir des conséquences négatives et surtout comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour éviter les pièges de cette tendance qui a pas mal de dérives. Mais avant de voir tout ça, commençons par faire un point sur ce que c'est le summer body. C'est quoi le summer body ? Le summer body, qu'on appelle aussi bikini body, c'est le terme qui désigne l'objectif d'atteindre un corps plus mince, plus sculpté, plus athlétique aussi et esthétique pour l'été. Tout ça dans le but d'être au top pour se montrer en maillot de bain sur les plages. Si on devait un peu peindre un tableau de à quoi ça correspond le summer body dans la tête de la plupart des gens, on retrouve le plus souvent un corps qui présente moins de graisse que le reste de l'année, un ventre plat et dessiné avec en bonus des abdos apparents, des cuisses bien fermes et sans cellulite si possible, une peau dorée par le soleil et bien sûr avec la pièce maîtresse, le bikini. La recherche de ce corps d'été, donc du summer body, elle revient chaque année, à la même période, pile en ce moment d'ailleurs, au mois de juin. Pourquoi ? Parce que en juin, le soleil revient, l'été revient, les températures augmentent et nos vêtements adaptés à cette saison découvrent de plus en plus notre corps. C'est également à cette période que la télé, les magazines, les réseaux sociaux, depuis des années maintenant les réseaux sociaux sont devenus un média incontournable qui relaie l'information d'ailleurs de manière bien plus virale et efficace que la télévision, la radio et puis la presse. Et bien sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, il y a cette image du summer body, du corps d'été. Tout s'imprègne de cette ambiance d'été parce que c'est marketing, parce que ça attire et parce que ça fait vendre. On voit toujours à la même période des centaines voire des milliers de programmes Summer Body Challenge émerger sur les réseaux sociaux. Les salles de sport sont remplies à ras-bord alors que d'ici quelques mois, il n'y aura plus personne. D'ailleurs, les salles profitent de ce moment-là pour faire des petites promos. On voit de plus en plus de publicités pour des compléments alimentaires qui feraient maigrir. Bref, tout autour de nous respire le summer body, au cas où on l'aurait pas déjà en tête. On voit des femmes en bikini de partout, alors même qu'on n'a même pas mis un pied sur une plage ou au bord d'une piscine. On en voit sur les couvertures de tous les magazines, sur les publicités, et tout ça, ça a un impact direct sur nous. Pour preuve que ça nous tracasse quand même pas mal, pour près de la moitié des Français, montrer son corps l'été est synonyme d'angoisse et de stress. Et si on creuse un peu plus, on s'aperçoit que cette angoisse vraiment de montrer son corps, elle touche majoritairement les femmes. J'ai pu voir, et c'est vraiment triste, qu'il y a près de 38% de femmes qui avouent avoir déjà pleuré juste à l'approche de l'été parce qu'elles envisageaient cette épreuve du bikini. Et pourtant, si je vous disais que le concept du summer body, il a été fait dans ses origines par des femmes pour les femmes. À la base, c'est un mouvement qui se veut complètement libérateur pour le corps de la femme et qui pourtant aujourd'hui enferme la plupart d'entre nous. Pour comprendre tout ça, il faut vraiment remonter dans le temps. L'histoire du bikini. En regardant un peu l'historique et les origines du bikini pour les femmes, j'ai fait énormément de découvertes. Et en fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'une femme peut se mettre en bikini pour aller se baigner dans une plage, dans une piscine. Ça peut paraître un peu fou, là, actuellement en 2023. C'est tellement un droit acquis que personne ne pourrait le remettre en question. Et pourtant, avant les années 1900, il était impossible pour une femme de montrer une partie de son corps, même pour se baigner. Alors, il existait bien un maillot de bain en 1900. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient assez téméraires pour oser le mettre parce que déjà, je vais vous afficher le maillot de bain. C'est pas vraiment un maillot de bain, c'est plus une tenue de bain qui ressemble à une robe avec un pantalon. Mais la plupart des femmes, elles mettaient pas vraiment ce maillot de bain et elles se baignaient avec une robe un peu plus légère. C'est bien de rappeler que à cette époque-là, les vêtements, les robes que portaient les femmes quotidiennement, elles étaient ultra complexes. Il y avait beaucoup de tissus, elles étaient très lourdes. C'était une galère pas possible. Je vous laisse imaginer quand on se baigne avec ça dans l'eau. Voilà.
Et en fait, c'était juste impossible pour les femmes de venir avec une robe plus légère ou alors avec leur maillot de bain de l'époque directement à la plage. Non, 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 elles venaient avec leur belle robe, leur belle étoffe et elles devaient se changer dans ce qu'on appelait une cabine de bain mobile. Ça ressemble à une charrette en fait. C'était une petite cabane en bois où elles allaient dedans, elles se changeaient et ensuite il y avait soit des hommes, soit des chevaux qui faisaient rouler la cabine jusque dans l'eau pour que les femmes en fait elles fassent juste plouf à l'abri des regards, elles se baignent, elles rentrent dans leur cabine, elles se changent, ni vu ni connu, personne les a vues. Donc voilà la galère. Par contre, à partir des années 1907, il y a une femme qui a commencé à révolutionner le game du maillot de bain. Cette femme, c'est une nageuse australienne, elle s'appelle Annette Kellerman. Annette, elle a créé un vrai scandale parce qu'elle en avait marre de toutes ces tenues qui sont pas du tout appropriées pour nager, et on la comprend vraiment. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait une espèce de petite combinaison moulante. Aujourd'hui, ça ressemble à une espèce de combi short, on peut dire ça. Ça a créé un scandale, elle s'est fait arrêter parce que c'était quelque chose vraiment qu'on n'avait jamais vu, scandaleux de voir une femme avec des vêtements aussi moulants et aussi dénudés. Sauf que voilà, Annette elle a créé un petit mouvement et à partir de ce moment-là, petit à petit, il y a eu de plus en plus de maillots de bain de ce genre, des espèces de combinaisons. Il faut ensuite attendre 1932 pour que le premier maillot de bain soit créé. Alors c'est un espèce de une pièce en deux pièces. La petite particularité c'est que tous les bas sont ultra taille haute pour cacher le nombril. Le nombril c'était un peu le truc qu'il fallait surtout pas montrer, sinon c'était pas possible, c'était trop intime le nombril. Moi personnellement j'aime beaucoup leurs maillots de bain, je les trouve vraiment stylés. On voyait que c'était vraiment une tenue, elles étaient ultra apprêtées pour aller se baigner. Par contre il faut bien souligner que la matière, le tissu qui était utilisé pour faire ces maillots de bain, c'était pas du tout approprié pour se baigner, mais pas du tout. Parfois c'était en laine pour dire et ça pesait vraiment lourd et une fois que c'était mouillé ça pouvait peser jusqu'à 3 kilos. Donc vous imaginez essayer de se baigner avec 3 kilos de lest du coup. Moyen. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1946, naît le premier bikini. Vous vous en doutez, gros scandale autour de ce bikini. D'ailleurs, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'il n'y a aucune femme, lors de la présentation de ce bikini, il n'y a aucune femme qui a accepté de servir de modèle. Alors le créateur, il est allé chercher des stripteaseuses qui du coup ont accepté et c'est elles qui l'ont porté pendant son exposition. Pour dire un peu les mentalités, comment elles étaient à cette époque-là vis-à-vis de ce bikini. D'ailleurs, ça dure pas longtemps parce que quelques années après, il est interdit de porter un bikini, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne ou en Italie. Il faut attendre 1950 pour qu'une personne enfile son bikini en mode YOLO, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et manque de chance pour les personnes anti-bikini, cette personne est vraiment devenue une icône. Il s'agit de Brigitte Bardot. En plus de ça, elle s'est rapidement fait rejoindre par énormément d'icônes féminines. Et en plus de ça, la James Bond girl de l'époque, Ursula Andress, a rajouté une couche en se montrant en bikini blanc. Enfin, c'est un peu une scène culte dans le film James Bond. Et là, c'est là que commence véritablement l'ascension du bikini. Il faut attendre 10 ans à peu près pour que plus de la moitié des jeunes femmes portent un bikini l'été sans problème. Depuis les années ont passé, c'est complètement devenu la norme. Il existe aujourd'hui vraiment une multitude de modèles de bikini qui va du bikini ultra couvrant au bikini qui couvre plus grand chose que ça même. Hein. Mais voilà un peu pour l'histoire du bikini et du corps de la femme. Après, je l'ai pas souligné, mais à la base aussi, les hommes n'avaient pas le droit de se baigner aussi dénudés, ils devaient porter quelque chose qui cachait tout leur corps. Par contre, eux, ils ont plus rapidement montré leur corps pour se baigner et enlever le t-shirt. Ça a été plus rapide pour eux. Ce petit historique, il est intéressant pour moi parce que ça montre que à la base, les femmes, elles ont lutté pour se réapproprier le droit de disposer un peu de son corps, de pouvoir le montrer juste pour aller se baigner. C'était pas gagné, ça a mis des années et des années. Et puis ces quelques femmes qui ont commencé à lancer le mouvement, elles se sont pris tellement dessus, mais vraiment. Et pourtant, c'est grâce à elles aujourd'hui qu'on peut avoir le droit de faire un petit peu tout ce qu'on veut avec les vêtements qu'on porte. Et c'est pas si vieux que ça en plus, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience
tendance, on se dit c'est acquis, c'est comme ça, mais ça l'était pas avant. Et quelque part, elles sont à l'origine du summer body, où le but c'est d'afficher fièrement son corps au bord de la plage en bikini. Alors pourquoi, ça c'est vraiment la question, pourquoi aujourd'hui on est passé d'une fierté, d'une liberté d'afficher son corps qu'on nous interdisait tant de montrer, à l'opposé, une angoisse, une anxiété à la même idée de le montrer? Eh bien c'est parce que ce mouvement de summer body, il a pris une sale tournure. Et à commencer par les méthodes utilisées pour l'obtenir. Les méthodes utilisées pour obtenir le summer body. Et c'est là que ça se complique. Comme je vous le disais, une fois que le soleil revient en juin, c'est à ce moment précis qu'on se préoccupe plus de l'apparence de notre corps. C'est également à ce moment qu'on voit des challenges 15 jours, 30 jours extrêmes pour atteindre le summer body, mais aussi des cures détox, des diètes miraculeuses qui promettent en très peu de temps d'atteindre énormément de résultats. Et quand on sait qu'une réelle transformation de notre silhouette, elle passe par quoi? Par des habitudes alimentaires, des habitudes sportives qu'on vient ancrer dans notre quotidien, on se doute bien qu'en 15 ou 30 jours, il peut pas se passer une transformation incroyable. Donc si on ne peut pas atteindre des résultats incroyables dans un délai très court avec des moyens normaux, entre guillemets, ça pousse à tomber dans une espèce d'urgence de je veux perdre à tout prix avant l'été. Et du coup, on se tourne vers des méthodes extrêmes et dangereuses pour nous. Donc ça passe par quoi? Par des diètes très restrictives où on ne se nourrit que de soupe, que d'un seul légume, que d'un seul fruit, voire même on ne se nourrit pas du tout. Et ça, ce genre de choses, c'est pas un raccourci pour atteindre des résultats qu'on veut absolument atteindre, pas du tout. Par contre, c'est le terrain parfait pour voir apparaître des troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Alors ça peut tout simplement commencer par une restriction extrême, puis des craquages qui vont se faire de plus en plus réguliers. On se sent coupable et on commence à rentrer dans le cercle vicieux qui est restriction, craquage, surrestriction, recraquage, etc. À côté de ça, on peut aussi se bourrer de pilules coupe-faim parce que ça, on en voit vraiment beaucoup et en plus de ça, c'est très accessible. On peut les acheter sans ordonnance sur internet, en pharmacie, c'est en vente libre. Moi, personnellement, j'en ai déjà pris. Vous savez, les compléments qui vous promettent de perdre 2 tailles de pantalon en une semaine. J'en ai déjà pris quand j'étais jeune et que je ne savais pas trop comment faire. D'ailleurs, c'était à l'approche de l'été, hein, bizarrement, voilà. Je ne savais pas comment faire, je ne changeais rien à mes habitudes alimentaires. Je ne faisais pas de sport. Par contre, je me suis dirigée vers ça, hein, voilà. Et en les prenant, je pensais sincèrement que ça allait changer quelque chose et du coup je ne comprenais pas que rien ne se passe, mais la réalité c'est que effectivement si on ne change rien à côté, il se passe rien. Ce n'est pas des pilules miraculeuses, ça ne peut pas faire le travail à notre place. Donc j'ai même envie de dire, gardez votre argent et investissez-le dans quelque chose qui sera utile sur le long terme pour vous. Le souci qui se passe vraiment en utilisant toutes ces méthodes là, c'est qu'il y a 2 scénarios possibles. Premier scénario, c'est que on va avoir des petits résultats. On peut perdre du poids quand on ne s'alimente plus. Par contre, est-ce que c'est que du gras? Pas spécialement, non. On peut aussi perdre en muscles si on s'alimente plus. Le corps n'a plus suffisamment d'énergie pour entretenir les muscles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va perdre en premier. À partir du moment où on va reprendre une alimentation normale, vraiment normale, hein, même pas en excès, on va commencer à reprendre du poids. Et d'ailleurs, selon une étude, plus de 80% des personnes qui ont fait un régime restrictif et qui ont perdu du poids grâce à ça, ces personnes-là, elles reprennent du poids au moins 1 an après ce régime-là. Il y a toujours une récidive parce que finalement on n'a pas utilisé une méthode qui est tenable, qui est adaptée à nous. C'est une méthode violente et où on s'est dit pendant tant de semaines, tant de mois, je lutte, j'ai des résultats, je suis content, je relâche, ça revient. Et là c'est vraiment un coup dur, non seulement physiquement mais surtout psychologiquement. Ça peut avoir des conséquences énormes, négatives au niveau de l'estime et de la confiance en soi. Ça a aussi des répercussions négatives vis-à-vis du rapport à l'alimentation qu'on a et surtout de son métabolisme, du fonctionnement de son métabolisme. Quand on fait une diète très restrictive, bien dire que le métabolisme il est forcément impacté, il est ralenti et quand on a un métabolisme qui est ralenti, déjà on ne perd plus et ensuite on a tendance à reprendre facilement alors même qu'on mange toujours très peu. Si on a un objectif de perdre du gras, perdre du poids, notre métabolisme c'est notre meilleur allié et si
on s'y prend de la mauvaise façon, on bousille soi-même quelque part nos chances d'y arriver, d'atteindre nos objectifs. C'est quand même dommage de faire autant d'efforts pour au final se saboter soi-même. Deuxième scénario possible, et c'est le scénario le plus fréquent, eh bien on se tue, voilà, on mange plus rien, on fait du sport à fond et on n'a pas de résultats. Et c'est normal parce que pour avoir des résultats, il faut s'y prendre de la bonne façon. Ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes qui fonctionnent sur le long terme, mais qui fonctionnent tout court aussi. Et surtout, ce ne sont pas des méthodes qui sont saines pour nous. Donc là, on a vu un petit peu au niveau alimentation, mais au niveau du sport, c'est un petit peu la même chose. Faire du sport seulement 1 mois par an à fond, tous les jours, pendant des heures et des heures, ce n'est pas suffisant pour sculpter sa silhouette parce que tout simplement, prendre du muscle, ça prend du temps. Ça nécessite de faire du sport de manière régulière, d'avoir suffisamment d'apport pour que notre corps il puisse avoir tout ce qu'il faut pour venir construire du muscle, parce que ça lui demande quand même pas mal d'efforts. Donc si d'un autre côté il est en restriction calorique plus et qu'on lui demande de construire du muscle, en fait il y a comme un dysfonctionnement quoi, il se passe rien. D'un autre côté ça va complètement nous écœurer du sport en nous disant que ah ben le sport c'est pas pour nous, on n'aime pas ça et de toute façon ça marche pas, il faudrait faire plus, j'ai pas le temps machin, alors que c'est juste une histoire de méthodologie. Et deuxième conséquence qu'on peut avoir, c'est qu'on peut tout simplement se blesser. C'est toutes ces méthodes qu'on vient d'énumérer, c'est toutes ces méthodes un peu extrêmes et inadaptées qui provoquent des conséquences néfastes pour nous, pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Et ça vient complètement transformer ce processus qui à la base, on l'a vu avec les origines de tout ça, c'est une libération, c'est une sorte d'indépendance du corps de la femme que de se mettre en bikini, en maillot, sur la plage, tranquillement, comme on veut. Mais aujourd'hui, ça devient une course malsaine où la fin justifie les moyens. Quand cette course devient malsaine. Et là, ça devient moins drôle. On a vu les dégâts que ça peut avoir sur notre rapport à l'alimentation, sur notre rapport au sport, sur notre métabolisme, sur nos résultats en eux-mêmes. Mais les plus gros dégâts, ils sont invisibles. Il s'agit de pression psychologique énorme, d'un sentiment d'insatisfaction permanent, qui peut aller même jusqu'à un rejet de notre propre corps. Je vous disais, c'est avec ce genre de méthode qu'on perd complètement notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Et c'est quelque chose de base qui, de nos jours, est difficile à gagner. Ça ne devient plus juste une histoire de chiffres sur la balance. Ça peut aller jusqu'à nous poursuivre même si un jour on atteint nos objectifs. Ça persiste encore et encore. C'est comme si notre façon de penser était complètement indépendante au final de notre véritable rendu. Une autre conséquence, c'est qu'il peut y avoir une perte totale de plaisir liée à l'alimentation et au sport. On va forcément associer tout ça à quelque chose d'ultra négatif et de punitif même. La comparaison constante avec d'autres corps vient complètement enfoncer le clou. Ce qui se passe, c'est que de chez nous, de notre canapé par exemple, on prend notre téléphone, on va se balader 2 minutes sur Instagram. Et là, 80-90% de ce qu'on voit, c'est des corps quasi parfaits, sans imperfection. Et le fait de voir ça de manière répétée en plus, d'avoir l'impression que d'un coup, on est entouré que de personnes comme ça. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça vient complètement biaiser nos repères et nos modèles de comparaison. Et ça, il faut se dire que c'est pas vraiment le reflet de la réalité. Parce que si on va vraiment sur une plage, on s'assoit sur notre serviette, les 90% de corps qu'on voit sur Instagram, on peut observer un petit peu, ils y sont pas. Franchement, faites-le la prochaine fois que vous allez sur la plage. Observez sans jugement, hein. Observez juste les corps que vous voyez et observez en fait à quel point les corps sont différents. Ils répondent pas tous aux mêmes critères de beauté. Il y a des corps jeunes, il y a des corps vieux, il y a des corps athlétiques, il y a des corps pas athlétiques du tout. Il y a des corps de toute morphologie, vraiment. Et la quasi-totalité des personnes qu'on voit sur la plage, elles ne sont pas du tout comme sur Instagram, mais pas du tout. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un fossé entre virtuel, on va dire, et réalité. Il y a toutes ces conséquences, mais je dirais que le cœur du problème, vraiment, c'est la raison de vouloir avoir un summer body. À la base, l'une des raisons pour lesquelles les femmes sont battues pour pouvoir se mettre en bikini, c'est dans une optique de se libérer, de montrer son corps, d'en être fier. Nous, aujourd'hui, principalement, ce qu'on retrouve comme raison d'obtenir ce summer body et de l'afficher fièrement, c'est quoi? C'est pour plaire aux autres et être validé par les autres. Et c'est avec cet état d'esprit qu'on est prête à faire un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on ne s'écoute
pas, on oublie complètement notre bien-être parce qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Pourtant, si vous faites l'expérience de vous mettre en bikini sur la plage et que vous regardez un petit peu autour de vous, ben les gens ne vont pas vous attendre avec une loupe pour regarder tous vos défauts, toutes vos imperfections, les pointer du doigt, regarder et compter combien de vergetures vous avez et comparer avec la dame d'en face. Ils vont pas vous attendre avec un ruban pour mesurer le tour de taille et faire un classement de toutes les femmes de la taille la plus épaisse à la taille la plus fine. En fait, la majorité des personnes sur la plage, elles font leur vie. Elles vont dans l'eau parce qu'elles ont envie d'aller se baigner, elles bronzent, elles dorment, elles mangent des glaces. En bref, entre les touristes que vous reverrez plus jamais de votre vie, toutes les autres personnes qui sont sur la plage, en fait vous passez un petit peu incognito. Par contre, si vous, ça fait des semaines et des semaines que vous menez une lutte acharnée contre vous-même, contre votre faim, contre votre corps, que vous vous maltraitez, puis ensuite que vous allez sur la plage et que vous profitez même pas, vous aurez un goût de l'été qui sera juste amer. Et au total, vous aurez pas du tout passé un agréable moment. Alors faut-il renoncer à nos objectifs de transformer notre silhouette? Donc à votre avis, maintenant qu'on a abordé tous ces points, est-ce qu'il faut chercher à transformer notre silhouette ou est-ce qu'il faut complètement renoncer à cette idée? Moi j'ai envie de dire, avec mon petit karma, si actuellement vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous ressentez un mal-être, mais que ce soit aussi pour une question de santé, d'être en meilleure santé, alors il n'y a pas de raison de renoncer à transformer sa silhouette dans le but d'atteindre un mieux-être. Par contre, et vous l'aurez je pense compris, il faut adopter une méthodologie complètement différente. Donc au lieu de se tourner vers des défis très courts extrêmes, on mise sur un réel changement sur le long terme pour une transformation durable. Donc ça passe au niveau alimentaire par une alimentation équilibrée et qui répond à nos besoins surtout. Donc on n'exclut aucune famille d'aliments, on mange ce qui nous fait plaisir, dans les quantités qui nous conviennent, qui nous correspondent. Parce que ça, je dirais que c'est l'un des points les plus importants. Il faut chercher à définir les quantités d'aliments qu'on a besoin pour déjà de base faire fonctionner notre corps normalement, pour ensuite mettre en place un processus de perte de gras. Je vous dis perte de gras, mais c'est aussi le cas pour une prise de muscle bien sûr. Idem au niveau des repas sur la journée. Il faut vraiment retrouver une routine avec des heures fixes de repas parce que d'expérience, sauter des repas mène très souvent au craquage. Si on répartit mieux nos repas sur la journée, alors déjà on a plus d'énergie, mais aussi on a moins cette sensation de faim. Je rappelle rapidement au cas où, mais les règles qui disent de ne pas manger le soir tard parce que sinon ça ferait grossir davantage, d'éviter absolument les féculents le soir, ça n'existe pas. Le plus important, c'est les quantités adaptées, la répartition sur la journée, qu'elle soit bien équilibrée, et de manger des aliments qui nous font plaisir pour éviter la frustration. Tout ça, c'est des choses que je pratique sur moi-même déjà, mais aussi que je fais pratiquer à toutes les filles que j'ai en coaching et ça change la donne, ça change vraiment la vie. C'est comme ça qu'on a un rapport plus sain avec l'alimentation, qu'on retrouve le plaisir de manger et qu'on retrouve tout simplement un corps qui fonctionne correctement et qui va là où on veut le faire aller de manière saine en écoutant surtout notre bien-être et notre santé. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes coachings personnalisés, je vous invite à aller voir la page de mon site qui est vraiment dédiée à ça, où il y a toutes les informations. Vous pouvez retrouver le lien en description et vous pourrez retrouver également des vidéos témoignages des filles que j'ai eues en coaching et que j'ai aussi encore actuellement et qui parlent de ce changement de rapport à l'alimentation, aussi par rapport au rapport au sport bien évidemment, parce que c'est un coaching qui englobe les deux pour une transformation physique durable. Mais je suis sûre que ces témoignages peuvent vous parler si vous êtes dans ce cas où vous avez déjà essayé plein de régimes extrêmes, que vous êtes un petit peu perdu et pourtant que vous avez cette volonté, cette motivation de vous transformer. Alors je suis sûre que ces témoignages seront parlants pour vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller checker ça. Par rapport au sport, il faut chercher à avoir une activité physique régulière. Parce que encore une fois, l'approche elle doit se faire sur le long terme et pas de manière ponctuelle pendant 1 mois, 2 mois intense puis plus rien. On adapte simplement notre rythme de pratique sportive à nos habitudes de vie. Donc ça peut être par exemple 3 fois par semaine, mais que on fait 3 fois par semaine pendant 6 mois, et bien on aura bien plus de résultats que si on le fait de manière ponctuelle mais intensive. En plus de ça, je tiens quand même à dire que faire du sport, ça peut être plaisant, c'est pas forcément horrible. Enfin moi je pensais que c'était vraiment horrible avant de vraiment trouver mon rythme et adapter ma pratique en fonction de mes objectifs. J'avais l'impression que c'était
juste souffrir pour rien. Mais en fait, si vous avez l'impression que c'est ça, c'est que vous le faites pas de la bonne façon. Faire du sport et particulièrement de la musculation, ça développe énormément la confiance en soi, la confiance en nos capacités qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément avec les filles que j'ai en coaching. Elles ont l'impression qu'elles ont une marge de progression très faible et qu'elles sont juste pas sportives en fait. Et ça y échappe pas à chaque fois. Elles sont juste surprises du potentiel qu'elles ont d'évolution, de leur force en fait aussi. Ça concerne vraiment les femmes et ça m'a concerné également moi aussi. Je pensais que je n'arriverais pas à soulever des charges très très lourdes et puis progressivement en fait on se surprend, on se dépasse et ça c'est très bénéfique pour notre estime de nous-mêmes. On se sent progresser, c'est comme un cercle vertueux qui se passe au final et ça a lieu dans la pratique du sport, mais quelque part c'est un changement qui est tellement durable que il se transpose à d'autres domaines de notre vie. On aura plus tendance à essayer de se dépasser, se challenger. On aura plus confiance en nos capacités de pouvoir dépasser nos limites en fournissant un travail adapté. Ça, je trouve ça juste génial et surtout très très gratifiant. Après, on le sait, quand on pratique une activité, on sécrète des hormones du plaisir et du bien-être. Donc en fait, à la fois, on pratique pour se rapprocher de nos objectifs physiques, mais à la fois le processus, avant même d'atteindre cet objectif, le chemin pour y arriver nous procure du bien-être, nous procure de la confiance en nous, etc. Donc vouloir être au top pour l'été, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ça peut même être un bon challenge, un bon point de départ pour débuter quelque chose, pour débuter ce processus sur le long terme, de transformer sa silhouette et de se dépasser, à condition de réunir deux conditions. Premièrement, on utilise des méthodes qui respectent notre santé et notre bien-être avant tout. Deuxièmement, on le fait pour nous-mêmes et surtout pas pour les autres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouvais ça très important d'en parler, d'essayer d'apporter une vision qui est plus centrée sur la santé et le bien-être, mais sans forcément dénigrer les personnes qui veulent réussir à se transformer, parce que ce n'est pas tout le temps négatif de vouloir évoluer, de vouloir s'améliorer, mais voilà, encore une fois, il faut s'y prendre de la bonne façon. Donc c'est le message que j'ai vraiment envie de passer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!